Moins de 1% du PIB va souvent à la recherche, tandis que les projecteurs absorbent des budgets entiers. Personne ne conteste la culture, mais dans de nombreux pays, le déséquilibre décrit ici transforme des talents en spectacles. Et, trop souvent, laisse les laboratoires vides, l'équipement obsolète, les projets abandonnés. Que se passe-t-il pour une génération quand la reconnaissance vient de la scène plutôt que du savoir? Et pourquoi Ibrahim Traoré insiste-t-il sur ce basculement silencieux? Ce n'est pas un discours, c'est un diagnostic qui oblige à choisir entre dépendance durable et puissance construite dès maintenant. Ce récit promet une lecture claire d'un déséquilibre rarement nommé sans détour. La valorisation de l'image face à l'investissement dans le savoir. L'enjeu est concret. Comprendre comment des priorités budgétaires, apparemment anodines, orientent les trajectoires individuelles, l'économie réelle et la capacité d'un pays à décider par lui-même. Le bénéfice pour le spectateur est simple. Voir comment les choix invisibles façonnent la dépendance ou l'autonomie. À partir des propos attribués à Ibrahim Traoré, l'analyse ne cherche ni l'affrontement ni l'emphase, mais la cohérence entre constat, mécanisme et conséquences observables. Elle mettra en regard ce qui est encouragé, financé et applaudi, avec ce qui reste silencieux, sous-doté et repoussé. L'objectif n'est pas de nier la valeur de la culture, mais de mesurer le coût d'un déséquilibre prolongé. Lorsque la science et la recherche deviennent secondaires, les effets dépassent largement les universités. Ils touchent à l'emploi, l'innovation, la souveraineté et les perspectives offertes à la jeunesse. C'est à cet endroit précis que la question cesse d'être abstraite et devient personnelle. Dans de nombreux pays africains, les budgets consacrés à la recherche et au développement restent en dessous de 1% du PIB, un seuil largement insuffisant pour faire fonctionner un écosystème scientifique complet. Dans le même temps, les financements internationaux et institutionnels se concentrent massivement sur la culture, les événements médiatiques et les programmes de visibilité, créant un contraste structurel que peu de responsables ont formulé aussi directement qu'Ibrahim Traoré. Cette mini-révélation éclaire le cœur du problème. Il ne s'agit pas d'une opposition idéologique entre art et science, mais d'une hiérarchie implicite des priorités. Les festivals sont visibles, immédiatement valorisables et politiquement sûrs. Les laboratoires, eux, sont discrets, lents et exigeants en continuité. Ce décalage s'est installé progressivement jusqu'à devenir une norme rarement questionnée. Le contexte décrit dans le discours attribué à Ibrahim Traoré s'appuie sur une réalité largement documentée. Universités sous-équipées, matériel obsolète, projets scientifiques interrompus, faute de financement. Les jeunes chercheurs et ingénieurs ne manquent ni d'idées ni de formation de base, mais se heurtent à un plafond structurel. Rester signifie souvent renoncer. Partir devient alors une stratégie de survie professionnelle plutôt qu'un choix. Parallèlement, l'image d'une Afrique créative, festive et culturellement riche est largement diffusée et encouragée. Elle produit de la reconnaissance symbolique, mais rarement de la capacité productive durable. Ce déséquilibre façonne les aspirations. Ce qui est applaudi attire, ce qui est ignoré se vide. Avec le temps, une génération apprend que la visibilité rapporte plus que la maîtrise technique. Lorsque Ibrahim Traoré rappelle que la connaissance est le pouvoir, il ne fait pas une déclaration abstraite. Il décrit un mécanisme simple. Celui qui influence ce que l'on étudie, recherche et valorise, influence aussi ce que l'on devient capable de produire et de décider. Une fois ce mécanisme compris, le débat ne porte plus sur les intentions, mais sur les conséquences concrètes et cumulées de choix répétés. À quelques kilomètres des scènes éclairées et des discours officiels, le contraste devient tangible. Sur un campus universitaire dégradé, des étudiants travaillent autour d'une table usée, assemblant un prototype rudimentaire à partir de composants récupérés. Leur objectif est simple, améliorer l'accès à l'eau potable pour un village voisin. Les idées sont là, la méthode aussi, mais les moyens manquent. Quelques milliers d'unités monétaires suffiraient à transformer l'essai en solution fonctionnelle. Ce micro-cas n'est pas présenté comme une exception héroïque, mais comme une situation ordinaire. Les demandes de financement se succèdent, passent d'un programme à l'autre et reviennent avec la même réponse, ce projet n'est pas prioritaire. Dans le même temps, un nouvel événement culturel est annoncé.
doté d'un budget conséquent, d'une couverture médiatique internationale et d'un message valorisant sur la créativité et l'ouverture. Rien d'illégal, rien de scandaleux, simplement une orientation assumée. C'est précisément ce type de décalage qu'Ibrahim Traoré met en lumière lorsqu'il parle de priorité plutôt que d'ennemis. L'impact précoce de ce choix se lit dans les trajectoires individuelles. Les étudiants comprennent rapidement ce qui est encouragé et ce qui ne l'est pas. Ils apprennent où se trouvent les opportunités visibles et où s'accumulent les obstacles silencieux. Peu à peu, les vocations se réorganisent autour de ce qui promet reconnaissance et survie économique. Ce mécanisme agit sans contrainte directe. Personne n'interdit la recherche, mais l'absence de soutien la rend fragile et isolée. A l'inverse, la performance culturelle est soutenue, célébrée et associée à une image de progrès. Le résultat n'est pas immédiat, mais cumulatif. Moins de projets aboutissent, moins de modèles scientifiques émergent et la dépendance se renforce. Au bout de cette chaîne, la question devient simple. Quand le savoir manque de soutien, qui construit l'avenir ? Au départ, le mécanisme semble presque anodin. Les financements sont orientés vers ce qui est immédiatement visible, mesurable en images et valorisable dans des communiqués. Les scènes s'illuminent, les festivals se multiplient, les discours célèbrent la créativité et l'ouverture. Pendant ce temps, les demandes venues des universités, des centres techniques et des jeunes équipes de recherche s'accumulent, traitées plus lentement, souvent reportées. L'activation du déséquilibre se fait sans rupture brutale, simplement par répétition. Puis vient le moment où cette orientation produit un effet de seuil. Les laboratoires ne sont plus seulement sous-financés, ils deviennent incapables de suivre. Le matériel vieillit, les projets prennent du retard, les collaborations internationales se raréfient, faute de capacités locales solides. Les étudiants les plus ambitieux commencent à regarder ailleurs, non par rejet de leur pays, mais parce qu'ils comprennent que rester signifie accepter des limites structurelles durables. C'est ici que la dynamique bascule du choix budgétaire vers la fuite des compétences. Ibrahim Traoré situe ce point de bascule, non pas dans un complot, mais dans une logique de confort. Une Afrique qui performe culturellement est perçue comme inoffensive. Elle inspire, elle divertit, elle ne remet pas en cause les chaînes de valeur existantes. En revanche, une Afrique qui cherche, invente et maîtrise ses technologies modifie les rapports de force. Cette perspective introduit une tension que beaucoup préfèrent éviter. Le pic de la séquence se trouve précisément là, au moment où la connaissance cesse d'être abstraite pour devenir un levier de pouvoir. Les répliques se diffusent ensuite à plusieurs niveaux. Dans les universités, le découragement s'installe. Les chercheurs passent donc plus de temps à chercher des financements qu'à produire des résultats. Dans la société, les modèles de réussite se déplacent. La célébrité rapide, amplifiée par les plateformes numériques, paraît plus accessible que la construction patiente d'une expertise scientifique. Les jeunes observent, comparent et adaptent leurs aspirations à ce qu'ils voient récompensé. Parallèlement, les institutions publiques s'habituent à ce déséquilibre. Investir dans l'image produit des retombées politiques immédiates. Investir dans la recherche exige du temps, de la continuité et accepte l'incertitude. Cette préférence renforce la dépendance extérieure. Les technologies sont importées, les solutions viennent d'ailleurs, et chaque crise rappelle brutalement l'absence de capacités locales solides. Ce ne sont plus des incidents isolés, mais les conséquences prévisibles d'une trajectoire prolongée. Lorsque Ibrahim Traoré décrit cette chaîne d'événements, il ne dramatise pas. Il montre comment une série de décisions cohérentes entre elles conduit à un résultat précis. L'enjeu n'est pas de désigner des coupables, mais de comprendre le mouvement d'ensemble. Une fois la séquence identifiée, la question n'est plus de savoir si elle existe, mais combien de temps elle peut encore se poursuivre sans verrouiller durablement l'avenir. Au point de départ, les budgets de recherche stagnent sous le seuil symbolique de 1% du PIB. À l'arrivée, les systèmes scientifiques peinent à produire, à retenir et à transformer la connaissance en solutions locales. Cette bascule, souvent invisible au quotidien, résume l'écart entre l'intention affichée et la capacité réelle à innover. Elle explique pourquoi des pays riches en talent restent dépendants de technologies importées, même pour des besoins essentiels. Le premier indicateur
concerne l'effort public. Lorsque la part consacrée à la recherche demeure inférieure à ce seuil, l'écosystème ne se consolide pas. Les laboratoires fonctionnent par à-coups, les équipements ne sont pas renouvelés et les projets se fragmentent. A l'inverse, dans les systèmes où l'effort dépasse ce plancher, la continuité devient possible. Équipe stable, protocole reproductible, accumulation progressive de résultats. La différence ne se voit pas en une année, mais sur une décennie. Elle est décisive. Le second indicateur touche à la formation avancée. Dans de nombreux contextes décrits par Ibrahim Traoré, les universités forment des diplômés compétents, mais sans leur offrir l'environnement nécessaire pour poursuivre la recherche appliquée. Le delta est clair. Des cohortes entières sortent avec des bases solides, puis se heurtent à l'absence de financements opérationnels. Le résultat n'est pas l'incompétence, mais la dispersion. Les compétences migrent vers des systèmes capables de les absorber, laissant derrière elles un vide difficile à combler. Un troisième indicateur apparaît dans la chaîne de valeur. Quand la recherche locale est insuffisante, la transformation industrielle se bloque. Les matières premières sont exportées, puis réimportées sous forme de produits finis à des coûts multipliés. Ce schéma n'est pas un accident. Il découle d'une incapacité structurelle à maîtriser les étapes intermédiaires. La variation entre la valeur brute et la valeur transformée devient alors un transfert permanent de richesse et de savoir-faire. Ces chiffres ne racontent pas une fatalité, mais une trajectoire. Ils montrent comment une priorité budgétaire limitée produit des effets cumulatifs. Chaque projet abandonné réduit l'expérience collective. Chaque laboratoire sous-équipé freine la transmission des compétences. Chaque départ non remplacé affaiblit le tissu scientifique local. Pris isolément, ces éléments semblent gérables. Ensemble, ils dessinent un plafond de verre. Ibrahim Traoré utilise ces constats pour déplacer le débat. Il ne s'agit plus de savoir si la culture est importante, mais de mesurer ce que coûte son hégémonie budgétaire lorsqu'elle n'est pas équilibrée par l'investissement intellectuel. Les données suggèrent que la dépendance n'est pas imposée par l'extérieur. Elle est rendue possible par des choix répétés qui sous-estiment la valeur stratégique de la recherche. À ce stade, la question devient opérationnelle. Si l'effort reste inchangé, la trajectoire est connue. Si le seuil est franchi et maintenu, le delta s'inverse progressivement. Le choix ne garantit pas le succès immédiat, mais il conditionne la possibilité même de produire, d'adapter et de décider. Les chiffres n'annoncent pas une promesse, ils décrivent une alternative claire entre continuité et basculement. L'argument opposé le plus fréquent repose sur une idée pragmatique. Les événements culturels seraient moins coûteux, plus rapides à organiser et capables de générer une visibilité immédiate. Ils attirent des partenaires, des touristes, parfois des financements annexes et offrent une image positive à court terme. Dans des contextes budgétaires contraints, cette stratégie paraît rationnelle. Maximiser l'impact symbolique avec des ressources limitées, sans s'engager dans des projets scientifiques longs, incertains et politiquement moins rentables. Un second argument insiste sur le rôle social de la culture. Elle créerait de la cohésion, renforcerait l'identité collective et offrirait des opportunités économiques indirectes. Selon cette lecture, investir dans la culture ne serait pas un renoncement, mais une étape préalable. Une société confiante dans son image pourrait plus tard se tourner vers des investissements plus techniques. La science viendrait ensuite lorsque les conditions seraient plus favorables et la stabilité assurée. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. La culture n'est ni futile ni secondaire. Elle produit du lien, du sens et parfois des revenus. Cependant, la réponse formulée par Ibrahim Traoré introduit une donnée souvent absente de ce raisonnement, le coût d'opportunité. Chaque unité investie dans la visibilité, qui n'est pas investie dans la capacité productive, repousse l'émergence d'un socle scientifique autonome. Lorsque ce report dure des décennies, il cesse d'être transitoire et devient structurel. Les données évoquées plus tôt montre que les systèmes ayant attendu des conditions idéales pour investir dans la recherche ne les ont jamais réellement rencontrées. A l'inverse, ceux qui ont maintenu un effort minimal constant ont progressivement créé leurs propres conditions de stabilité.
La culture peut renforcer l'identité, mais elle ne remplace pas la maîtrise des technologies, de l'agriculture, de la santé ou de l'énergie. Sans ces leviers, la visibilité reste dépendante de financements externes et de regards extérieurs. La réponse n'est donc pas de choisir entre culture et science, mais d'évaluer l'asymétrie persistante entre les deux. Lorsque l'équilibre n'est jamais atteint, l'argument du plus tard se transforme en renoncement silencieux. Le Stillman tient tant que le décalage est temporaire. Il s'effondre lorsque le provisoire devient permanent. La bascule mise en avant ici concerne le contrôle de ce qui est jugé important, désirable et digne d'efforts collectifs. Lorsque l'attention publique est captée presque exclusivement par la visibilité, la reconnaissance et la réaction immédiate, la question du savoir devient périphérique, même sans interdiction formelle. C'est cette hiérarchie implicite qu'Ibrahim Traoré pointe lorsqu'il parle de pouvoir moderne, non plus imposé par la force, mais par l'orientation silencieuse des priorités. Dans ce cadre, la distraction n'est pas un effet secondaire, elle devient un mécanisme. Les plateformes numériques, les cycles médiatiques rapides et la valorisation de la célébrité créent un environnement où l'apprentissage approfondi paraît lent, solitaire et peu gratifiant. Le savoir n'est pas censuré. Il est rendu invisible, concurrent d'un flux constant de contenu plus accessible. Cette logique ne contraint personne, mais elle façonne les choix individuels à grande échelle. La révélation centrale réside dans ce déplacement. Le débat ne porte plus uniquement sur des budgets ou des institutions, mais sur l'écosystème mental dans lequel une génération évolue. Si l'attention est continuellement absorbée, la capacité à questionner, expérimenter et construire s'érode. La dépendance ne naît pas d'un manque d'intelligence, mais d'un environnement qui récompense la réaction plutôt que la réflexion. En formulant cela, Ibrahim Traoré ne désigne pas un adversaire unique. Il décrit un système où chacun s'adapte à ce qui est valorisé. À partir de ce point, le déséquilibre culturel et scientifique apparaît comme un symptôme d'un problème plus profond, celui de la maîtrise de l'attention collective. Pour les États, le déséquilibre entre visibilité et capacité productive se traduit par une marge de manœuvre réduite. Lorsque la recherche locale est faible, les décisions publiques dépendent davantage d'expertises externes, de solutions importées et de calendriers dictés par d'autres. Ibrahim Traoré souligne que cette situation limite la souveraineté réelle. Un gouvernement peut afficher une image dynamique, mais reste contraint lorsqu'il s'agit de santé, d'énergie, d'agriculture ou de technologie critique. La dépendance n'est pas idéologique, elle est fonctionnelle. Du côté des entreprises, l'effet est tout aussi direct. Sans écosystème scientifique solide, l'innovation locale reste marginale. Les sociétés opèrent principalement dans l'assemblage, la distribution ou l'exploitation de ressources brutes avec peu de montée en gamme. Les brevets, les procédés avancés et la propriété intellectuelle sont majoritairement détenus ailleurs. Cette structure limite la création de valeur et expose les acteurs économiques aux fluctuations extérieures. À long terme, elle enferme le tissu productif dans des segments peu résilients. Pour les citoyens, et en particulier les jeunes, les conséquences sont plus diffuses mais profondes. Les modèles de réussite visibles orientent les aspirations. Si la reconnaissance publique et les opportunités économiques semblent liées à la performance médiatique plutôt qu'à la maîtrise technique, les choix éducatifs s'ajustent. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Il ne s'agit pas d'un manque de talent, mais d'un apprentissage social. Les compétences longues et exigeantes apparaissent risquées, tandis que la visibilité rapide semble rationnelle. Cette logique alimente la frustration lorsque les promesses de succès ne se concrétisent pas durablement. À l'échelle régionale, le cumul de ces dynamiques fragilise l'intégration et la coopération. Des pays confrontés aux mêmes défis importent séparément des solutions similaires, faute de capacités partagées de recherche et de développement. Les crises sanitaires, climatiques ou énergétiques révèlent alors des vulnérabilités communes, mais traitées de manière fragmentée. Une région qui consomme des technologies qu'elle ne conçoit pas reste exposée aux priorités et aux ruptures de ses fournisseurs. Ces conséquences ne sont pas théoriques, elles s'additionnent dans le temps. Un laboratoire qui n'ouvre pas aujourd'hui est une expertise absente demain. Une filière qui ne se structure pas laisse place à des dépendances durables. Ibrahim Traoré lie ces effets à une même racine,
l'écart entre ce qui est applaudi et ce qui est soutenu. Tant que cet écart persiste, les bénéfices symboliques masquent des coûts structurels. À ce stade, le constat devient concret pour chaque acteur. État, entreprises, citoyens et régions partagent une même contrainte issue de choix répétés. La question n'est plus de savoir si ces effets existent, mais pour qui ils deviennent acceptables, et à quel prix collectif. Dans le scénario de base, les priorités restent globalement inchangées. Les discours reconnaissent l'importance de la recherche, mais les arbitrages budgétaires évoluent peu. Les événements visibles continuent de capter l'attention politique et médiatique, tandis que les universités et les centres techniques fonctionnent en mode contraint. Dans cette trajectoire, les effets décrits plus tôt se prolongent. Dépendance technologique, fuite progressive des compétences et innovation marginale. Rien ne s'effondre brutalement, mais rien ne se transforme non plus. Le scénario optimiste suppose un rééquilibrage assumé. Sans renoncer à la culture, les décideurs déplacent une part mesurable des ressources vers la recherche appliquée, la formation avancée et les infrastructures scientifiques de base. L'effet n'est pas immédiat, mais perceptible. Des projets pilotes aboutissent, des équipes se stabilisent et la confiance commence à se reconstruire. Dans ce cadre, les propos d'Ibrahim Traoré servent de point d'appui symbolique. Il légitime politiquement un choix moins spectaculaire mais plus structurant. La visibilité cède une partie de son espace à la capacité productive. Le scénario dégradé apparaît lorsque la logique de distraction s'intensifie. Les plateformes numériques, la recherche de notoriété rapide et la compétition pour l'attention deviennent encore plus dominantes. Les investissements dans le savoir sont repoussés au nom de l'urgence, de la popularité ou de la rentabilité immédiate. À court terme, l'image peut sembler dynamique. À moyen terme, les vulnérabilités s'accumulent. Chaque crise extérieure révèle l'absence de solutions locales et renforce la dépendance. Le coût de rattrapage augmente à mesure que le retard se creuse. Ces trois scénarios ne relèvent tant pas de la prédiction, mais de conditions. Aucun n'est de garantie, aucun n'est impossible. Ils dépendent de décisions ordinaires, prises dans des contextes contraints, mais répétées dans le temps. Le point clé n'est pas de choisir l'option idéale, mais de comprendre les trajectoires qu'elles impliquent. Maintenir le statu quo n'est pas neutre. Accélérer la visibilité n'est pas sans effet. Rééquilibrer exige de renoncer à certains gains immédiats. La recommandation centrale est donc cognitive avant d'être technique. Avant de demander combien cela rapporte, il faut se demander que rendons-nous possible. Cette question, implicitement posée par Ibrahim Traoré, conditionne la direction prise. À 6 ou 12 mois, les signes seront encore fragiles, mais la trajectoire, elle, sera déjà engagée. À ce stade, l'analyse cesse d'être uniquement institutionnelle et rejoint l'expérience individuelle. Pour une partie du public, l'enjeu se joue dans les choix quotidiens d'apprentissage. Le temps consacré à réagir, commenter et suivre les tendances est du temps qui n'est plus disponible pour comprendre, expérimenter ou approfondir. Ce déplacement paraît anodin à l'échelle d'une journée, mais il devient structurant lorsqu'il se répète sur des années. La dépendance commence souvent par une simple habitude. Pour d'autres, la question concerne l'orientation professionnelle. Lorsque les filières scientifiques et techniques apparaissent longues, incertaines et peu soutenues, elles perdent en attractivité. A l'inverse, les trajectoires fondées sur la visibilité rapide semblent plus accessibles, même si elles sont instables. Cette perception n'est pas une erreur individuelle, mais une réponse rationnelle à ce qui est valorisé collectivement. Le spectateur se reconnaît alors dans un dilemme partagé: investir dans un effort durable sans garantie ou privilégier un gain immédiat mais fragile. Il existe aussi un impact plus diffus lié à la confiance. Une société qui importe l'essentiel de ses solutions intègre progressivement l'idée que l'innovation vient d'ailleurs. Cette croyance influence la manière dont chacun se projette, apprend et évalue ses propres capacités. À terme, elle limite l'ambition collective. Ce n'est pas un manque d'intelligence ou de volonté, mais un environnement qui ne renforce pas l'audace cognitive. Face à cela, les gestes possibles restent modestes mais réels. Rééquilibrer son attention, valoriser l'apprentissage long, soutenir des initiatives locales de connaissances, même à petite échelle, sont des actes discrets mais cumulatifs. Ils ne remplacent pas les politiques publiques, mais ils créent un terrain plus fertile.
Le spectateur n'est pas sommé d'agir héroïquement, seulement de reconnaître son rôle dans l'écosystème de l'attention. C'est à ce niveau que le message devient personnel. La question n'est plus seulement ce que font les institutions, mais ce que chacun alimente, encourage et rend normal par ses choix répétés. À ce stade, la discussion quitte le diagnostic pour entrer dans l'opérationnel. La feuille de route évoquée ici ne promet pas de transformation instantanée, mais une séquence lisible. Première étape, clarifier les priorités. Identifier de manière publique et mesurable les domaines scientifiques jugés stratégiques, puis leur garantir un financement minimal stable sur plusieurs cycles budgétaires. Cette visibilité est essentielle pour permettre aux équipes de planifier et de rester. Deuxième étape, relier formation et application. Les universités ne peuvent pas être pensées isolément. Les programmes avancés doivent être connectés à des besoins concrets, agricoles, sanitaires, énergétiques ou industriels. Sans cette passerelle, les compétences formées restent théoriques ou s'exportent. Ibrahim Traoré insiste sur ce point lorsqu'il parle de production de valeur plutôt que de reconnaissance symbolique. Troisième étape, créer des indicateurs simples. Non pas des slogans, mais des critères de suivi. Nombre de projets menés à terme, équipements opérationnels, partenariats locaux actifs. Ce qui est mesuré devient visible, et ce qui est visible devient défendable politiquement. Sans métrique, la recherche reste abstraite face à des événements immédiatement quantifiables. Quatrième étape, protéger le temps long. La recherche exige une continuité que les cycles médiatiques n'offrent pas. Cela suppose d'accepter des résultats différés et une part d'incertitude. Ce choix est moins spectaculaire, mais il construit une capacité cumulative. À ce niveau, la cohérence compte plus que l'ampleur initiale. Enfin, cinquième étape, aligner le récit collectif. Valoriser les ingénieurs, les chercheurs et les inventeurs comme des figures de contribution, pas uniquement comme des exceptions. Ce déplacement symbolique renforce l'ensemble du dispositif. La feuille de route ne dépend pas d'un acteur unique, mais d'une coordination progressive. Ibrahim Traoré présente cette trajectoire comme une responsabilité partagée. Aucun levier isolé ne suffit, mais leur combinaison rend le changement possible. La question reste ouverte. Qui acceptera de mesurer le succès autrement que par l'image immédiate ? Le retour à l'image du campus discret donne une autre résonance à l'ensemble du récit. La table usée, les composants récupérés, les heures passées à tester une idée simple n'étaient pas des détails anecdotiques. Ils symbolisaient un potentiel contenu, silencieux, prêt à se transformer en solution concrète si l'environnement l'y autorisait. Ce contraste entre lumière et pénombre traverse tout le propos attribué à Ibrahim Traoré. En filigrane, le message n'est ni accusateur ni nostalgique. Il est exigeant. Il rappelle que la dignité collective ne se mesure pas seulement à la manière dont une société se montre, mais à ce qu'elle sait produire lorsqu'aucune caméra n'est braquée sur elle. La reconnaissance extérieure peut flatter, mais elle ne remplace pas la capacité intérieure. Cette distinction, souvent brouillée, devient ici centrale. Le fil émotionnel se resserre autour d'une idée simple. Ce qui n'est pas soutenu finit par disparaître, même s'il est essentiel. Les vocations scientifiques ne meurent pas d'un manque de talent, mais d'un manque de continuité. A l'inverse, lorsqu'un effort est reconnu et protégé, il s'accumule, se transmet et change les trajectoires. Ibrahim Traoré ramène le débat à ce point de vérité, sans emphase. On ne construit pas l'avenir sous les projecteurs. Cette phrase n'est pas une provocation, c'est un rappel. Elle invite à regarder derrière la scène, là où se jouent les choix les plus déterminants. Le silence des laboratoires dit parfois plus que le bruit des applaudissements, et c'est dans ce silence que se décide, lentement, la capacité d'un pays à se tenir debout. À la fin de ce parcours, aucune injonction directe n'est nécessaire. Le propos invite plutôt à une relecture des évidences. Ce qui est applaudi, partagé et financé révèle ce qu'une société juge important. Ce qui reste discret, lent et peu visible indique souvent ce qu'elle accepte de remettre à plus tard. Ibrahim Traoré a mis des mots sur cette tension sans chercher la rupture, mais en forçant un face-à-face avec les priorités réelles. Le geste attendu n'est pas spectaculaire.
il commence par une attention différente, à ce que l'on valorise, à ce que l'on diffuse, à ce que l'on considère comme digne d'effort. Il se prolonge par des conversations plus exigeantes, moins centrées sur l'image immédiate et davantage sur les capacités construites. Dans cet espace, chacun peut jouer un rôle, non comme décideur solitaire, mais comme participant à un climat collectif. La question ouverte n'est donc pas qui a tort, mais que voulons-nous rendre possible ? Une culture vivante et un savoir robuste ne sont pas incompatibles, mais leur équilibre n'est jamais automatique. Il se construit, se défend et se transmet. La discussion reste volontairement ouverte. Elle ne cherche pas à conclure, mais à se poursuivre ailleurs, autrement, avec plus de lucidité que de réflexe. Selon vous, qu'est-ce qui mérite d'être soutenu quand les caméras s'éteignent ?